Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 10 février. Je vous donne les titres de votre journal avec le Lido entre Carnon et la Grande Motte, toujours en mutation. Le Conseil général de l'Hérault va engager 5 millions d'euros de travaux pour supprimer la route et installer des nouveaux parkings. Les soldes se terminent ce mardi 14 février. Elles ont commencé mollement avec les températures clémentes et se finissent en trombe grâce au froid qui dure. Le MHSC tentera d'enchaîner une nouvelle victoire à domicile en recevant Ajaccio demain samedi après-midi. Attention, le match a été avancé à 15 h et la météo, toujours la météo. Et il faisait froid ce matin au bord de l'étang de Thau près de Ballaruc. 2 personnes d'une soixantaine d'années y ont été découvertes mortes. Elles ont été retrouvées par un plongeur. Le procureur s'est rendu sur place, accompagné par les services scientifiques de la gendarmerie à laquelle l'enquête a été confiée. En 2015, mais c'est déjà demain, il faudra changer ses habitudes, décidément, quand on voudra se rendre sur les plages du Petit et du Grand Travers. 2 parkings de 1000 places au total, 500 places chacun, vont être construits. La route va être fermée, fini les stationnements en épi. Explication avec Olivier Michel. Dans 3 ans, vous ne circulerez plus sur le Petit Travers. La route départementale 59 va disparaître sur 2 km 200. Un choix décidé dans le cadre du programme d'aménagement durable du Lido, 7 bandes de terre entre étang et mer. Objectif, restaurer la continuité naturelle du site et lutter contre l'érosion du littoral. Nous avons dans un premier temps réensablé la plage au cours de l'été 2008. Ce phénomène érosif, il était dû non seulement au mouvement maritime, mais également au fait que la route départementale RD 59 constituait un point dur de nature à déstabiliser la dune. Il convenait donc de faire un recul stratégique et d'imaginer un mode de fréquentation de la plage différent. Une préservation de l'environnement qui ne va pas de pair avec la fréquentation estivale massive. L'été, sans compter le stationnement anarchique, plus de 1000 véhicules se garent au Petit Travers. Des véhicules qui seront en 2015 parqués sur 2 aires de stationnement naturelles accessibles par la 2x2 voies et dont la construction a été exceptionnellement autorisée par le Conservatoire du littoral. On va recréer exactement la capacité de stationnement qui va être supprimée. Place pour place, avec des aires de stationnement naturelles, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas imperméabilisés, ce ne seront pas des parkings de supermarchés, il n'y aura pas d'éclairage. Au niveau d'accessibilité à la mer, à partir de ces aires de stationnement, il y aura des chemins qui vont être installés dans le massif dunaire avec des précautions. Et la plus grande distance qu'il y aura à parcourir à pied, puisque c'est une question qui se pose, sera de l'ordre de 400 mètres. Priorité sera donc donnée au transport doux ou collectif. Les élus comptent sur l'arrivée de la ligne 3 du tramway, la création d'un parking relais à l'Arena et la liaison par bus pour faire évoluer les mentalités des Estivants et Montpelliérains. Les 2 élus municipaux du Grau-du-Roi qui avaient été condamnés en première instance à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes pour homicide involontaire après le décès d'une personne lors d'une manifestation en taurine en 2006 au Gros ont comparu ce matin devant la cour d'appel. Ces 2 élus avaient reçu le soutien de nombreux autres élus que l'on voit à l'image à l'occasion de diverses manifestations, dont celle-ci au Grau-du-Roi le 12 mars dernier. Leur avocat avait plaidé la relaxe, mais l'avocat général a requis les mêmes peines qu'en première instance. La Cour rendra sa décision le 30 mars prochain. D'ordinaire, les soldes, ça commence en trombe et ça finit mollement. Rien de tel cette année. Les températures clémentes du mois de janvier ont freiné les achats. Celles glaciales de février ont relancé la boulimie de bonnets et de gants et de pullovers. Un reportage de Sarah Mohamedi et de Rachel Poulnard dans les commerces nîmois. La vague de froid profite au sol, de quoi réchauffer le cœur des commerçants. Bonnets, écharpes et vestes se vendent comme des petits pains. Depuis une dizaine de jours, avec l'arrivée des températures négatives, les clients n'ont pas eu d'autre choix que de changer leur garde-robe. Et on est passé de 15 degrés, on était limite en t-shirt et donc là, même en veste, on a froid. Alors y a-t-il un protocole à suivre pour affronter vent et tempête ? Faut une bouillotte sur le ventre. Non, faut pas une bouillotte, mais faut un t-shirt à manches longues, un pull, un autre pull, une grosse veste, une écharpe, des gants, un bonnet. Un équipement indispensable en cette période de froid qu'on s'arrache en magasin jusqu'à rupture de stock. Alors cette semaine, on a
a eu une rupture de stock sur les bonnets et gants. Voilà. C'est le dernier bonnet. C'est le dernier bonnet, exactement. Les gants, il n'y en a plus du tout. Et les écharpes, il en reste vraiment que quelques-unes. Si vous n'avez pas trouvé chaussettes à votre pied dans certains magasins, les grandes enseignes proposent encore des vêtements chauds. Mais là, vous le voyez, au niveau du stock, on a encore pas mal. Il faut terminer d'écouler, mais plus que les températures, ça sera surtout la nécessité pour nos clients de s'équiper pour leurs vacances scolaires, pour la pratique du ski, et c'est ça qui prime avant tout. Alors tous à vos paniers, car les soldes c'est jusqu'au jour de la Saint-Valentin, une occasion pour vous de gâter votre moitié à moindre coût. Le froid est toujours à Nîmes avec la succession de gel et de dégel. Des effritements de pierres ont été constatés sur certaines parties des arènes et dans un souci de sécurité, Culture Espace et la ville de Nîmes ont décidé de fermer le bâtiment au public jusqu'à ce que les opérations de purge et de sondage soient effectuées en début de semaine prochaine. L'accueil est toujours assuré par Culture Espace qui renvoie les visiteurs vers les autres bâtiments de la ville. On trouve de tout dans les contrefaçons, décidément. C'est le constat dressé par les services des douanes en ce début d'année 2012. Au-delà des classiques saisies de drogue ou de cigarettes, les douaniers déplorent une recrudescence des trafics de produits contrefaits. Classiques parfums, vêtements ou maroquinerie, mais aussi des batteries, des chargeurs de batterie ou des cocottes minutes. On écoute le directeur régional des douanes, Philippe Savary, au micro de Jean Brun. On peut trouver donc des contrefaçons de produits de produits de luxe, maroquinerie, parfums, également des produits de tous les jours, de type partie. On a trouvé des contrefaçons de parties de cocottes minutes, de chargeurs de téléphone, de coques de téléphone. Alors pas cette année dans la région, mais ça a été constaté dans d'autres régions de France aussi, beaucoup de contrefaçons de médicaments. D'où la dangerosité importante et le fait que le consommateur peut être mis en danger en utilisant ce type de médicaments, voire même d'ailleurs d'ustensiles ménagers ou électriques. C'est un bâtiment symbole des années 40 et 50, la cité radieuse de Marseille, conçue par Le Corbusier à 2 pas du stade Vélodrome, a été ravagée par un incendie qui s'est déclaré hier soir, occasionnant l'évacuation des 1500 habitants circonscrits au petit matin. Le feu a fait des blessés légers, mais beaucoup de dégâts. Pauline Juvigny était sur place. La cité radieuse en flammes, c'est à ce triste spectacle qu'ont assisté les habitants de l'immeuble créé par Le Corbusier. Hier à minuit, certains étaient toujours présents. Depuis 1h30, on est dehors et on attend. On a réussi à rentrer au second, à rentrer dans notre appartement vers les 6h, mais on nous a fait évacuer à nouveau parce que le feu prenait au 2e étage. Et maintenant, je crois qu'il est monté jusqu'au 5e. Le feu s'est déclenché plus tôt dans la journée, peu après 13h30, dans un appartement du 1er étage. Les 334 appartements sont évacués d'urgence. À 22h, le feu n'est toujours pas éteint et reprend de plus belle. 200 hommes et 40 véhicules sont déployés. L'architecture du bâtiment complique le travail des pompiers. Le feu, lui, a continué à se propager par des conduites qui mettent en communication les différents volumes. Par ces conduites, que ce soit des conduites de chauffage, que ce soit des conduites de ventilation, que ce soit même des conduites d'eau pluviale. Donc on a eu différents gaz qui sont propagés dans d'autres volumes, même, je dirais, un peu éloignés des volumes sinistrés, qui nous ont remis le feu sur ces autres volumes. Aucune victime n'est à déplorer. Les 1500 habitants de la cité du Fada ont été relogés hier soir. En tout, 11 appartements ont été détruits. Un drame pour le bâtiment des années 50 classé monument historique. En 2004, un autre incendie avait détruit un appartement et endommagé un second sans faire de victimes. C'est un établissement qui, dans les normes de sécurité, s'appelle un immeuble de grande hauteur, qui est à des normes un peu anciennes, qui n'est pas assujetti à toutes les normes les plus modernes, dont nous avons essayé d'améliorer la sécurité, malgré quelques oppositions, notamment de gens qui avaient en charge davantage l'esthétique que la sécurité. À l'heure actuelle, la cité du Corbusier est toujours sous surveillance. Les habitants sont dans l'attente du retour dans leur foyer. Autre symbole de l'architecture contemporaine, dans des circonstances plus joyeuses, le Carré d'Art de Nîmes présente, lui, une nouvelle exposition du 10 février au 13 mai. C'est l'artiste néerlandais Mark Menders qui propose ses études d'ombre. Nicolas Pinchino. C'est la première fois que l'artiste hollandais Mark Menders présente en France une exposition monographique.
et a donc souhaité, pour cette première exposition de sculpture, présenter aux visiteurs un aperçu de son atelier. Le visiteur qui rentre dans l'exposition, d'une certaine façon, se trouve lancé dans son univers, là où il travaille, avec des outils, des matériaux, de la poussière au sol même, des ébauches aussi de sculptures qu'on va retrouver dans le parcours de l'exposition. Et après, véritablement, on rentre, on suit le parcours de l'exposition. Chaque salle, ensuite, présente une œuvre de l'usine avec ses hauts fourneaux à une sculpture qui pourrait faire office d'autoportrait. On arrive à la dernière salle qui est donc on a eu tout ce parcours avec des œuvres comme ça très très fortes, très quand même assez centrales, présentes, monumentales. Et là on arrive sur une œuvre volontairement, d'ailleurs il ne savait pas quand il me l'a proposé, il se demandait si j'accepterais de finir l'expo sur une toute petite œuvre qui prend très peu de place. Quand il tient sa tasse de café, souvent il est assis et donc la tasse de café est au-dessus de la cuisse. Et d'une certaine façon, il a voulu travailler à partir de cette situation. On pourrait dire que cette sculpture-là, cette œuvre, est le seul véritable autoportrait qu'on ait dans l'exposition, puisque avec son os, sa tasse, etc., on est vraiment sur une situation quotidienne qui est sa situation quotidienne. Les œuvres de Marc Menders sont visibles jusqu'au 13 mai. Ensuite, Carré d'Art accueillera l'artiste Vera Luther dès le mois de juin. Et en marge de la présentation de cette nouvelle exposition, autre nouvelle présentation, celle du nouveau directeur de Carré d'Art. Il s'appelle Jean-Marc Prévost, il a travaillé à Marseille, à Rochechouart, puis au ministère de la Culture. Il proposera ses premières expositions en 2013, celles de 2012 sont déjà calées. 2013, ce sera également les 20 ans du Carré d'Art. On l'écoute au micro de Nicolas Pinchino. Je pense que chaque directeur a des choix artistiques. Donc c'est vrai qu'une collection, on travaille par rapport à une donnée, c'est-à-dire qu'il y a une histoire depuis 20 ans, il y a des acquisitions, donc on ne peut pas faire des ruptures, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est vrai que j'ai mes choix et qu'il faut rester aussi dans la vigilance, dans le regard de la création contemporaine. Donc c'est vrai que c'est un peu la façon dont je travaille. Je regarde les artistes plutôt jeunes et comment les faire rentrer dans les collections au bon moment. Le MHSC, pardon, c'est pas facile en fin de semaine. Le MHSC recevra demain Ajaccio. Le MHSC a un gros coup à jouer, toujours deuxième, les hommes de René Girard, derrière les Parisiens qui joueront eux dimanche. Des joueurs montpelliérains qui restent sur 6 victoires consécutives. Ils sont invaincus en 2012. Olivier Brachard. À croire que dans ce groupe, tout le monde trouve chaussure à son pied. Entre les blessures et les absences pour la CAN, les remplaçants ont eu du temps de jeu depuis début janvier et ont su tirer leur épingle du jeu. Résultat, 6 victoires d'affilée. À part 3 titulaires indiscutables comme Giroud, Hilton ou Bédimo, chaque joueur semble interchangeable. Avant de définir son équipe face à Ajaccio, l'entraîneur René Girard a, comme on dit, des soucis de riche. Tout le monde est capable de répondre au présent. On s'aperçoit que qui que ce soit qui soit sur le terrain, je dirais qu'au niveau rendement, on est quasiment à l'identique. Ça c'est important. Ça veut dire que le groupe est bien dans sa tête, qu'ils ont envie de vivre quelque chose de bien sans se la prendre non plus. Il faut continuer comme ça, mais c'est vrai qu'on commence à 11, on est 18 sur la feuille, mais la saison, elle se fait à 25. La cible de Montpellier donc ce week-end, Ajaccio. Une équipe également en forme, lanterne rouge avant la reprise. Les Corses sont aujourd'hui 15e. À l'aller, Montpellier l'avait emporté 3-1. Ironie du sort, le jeune Rémi Cabella, né à Ajaccio, y avait inscrit son premier but en Ligue 1. À l'instar d'Aïd Fana ou Stambouli, Rémi Cabella a marqué des points depuis début 2012. Ce milieu offensif de talent ne sait pas qu'attaquer, il sait aussi défendre. Et sur ce point, il a enfin convaincu son entraîneur, René Girard. Non, je pense que, comme j'ai dit, j'ai montré ce que je savais faire et j'ai fait un bon mois de janvier. Voilà, maintenant, le coach, il a le choix. J'ai travaillé, je pense qu'il manquait un peu ce qui manquait un peu. J'ai progressé sur ce domaine et je le prouve de match en match et j'espère que ça va continuer. Pour l'instant, je me sens bien et je travaille, donc je
peux tenir mes matchs, c'est-à-dire que je peux travailler défensivement et offensivement. Face à Ajaccio, Ronny Girard peut se permettre d'aligner une équipe assez offensive, contrairement au match au sommet à Paris le 19 février prochain. Et vous l'avez noté, donc pas de match ce soir pour le Nîmes Olympique qui devait se déplacer à Besançon. Pas de match non plus pour le RCNG qui devait recevoir un Nîmes Roman. Par contre, il y a un match en ce moment qui a débuté à 19h avec le MHR qui reçoit l'USAP. Il y a quelques minutes, le MHR menait 10-0. Et puis de la Coupe d'Europe pour les handballeurs, Coupe d'Europe pour les filles du HBCN qui reçoivent demain à 20h au Parnasse. 20h, je vous confirme, au Parnasse Mios. À l'aller, les Nîmoises sont allées chercher le match nul. C'est en Gironde. Ce sont deux équipes françaises, mais il s'agit bien des huitièmes de finale de l'EHF Cup, la deuxième Coupe d'Europe en importance. Et il faudra aller soutenir les Nîmoises. Et puis, toujours Coupe d'Europe avec les Montpelliérains du MHB qui, eux, se rendent en Espagne, à Léon. Ce sera dimanche. C'est pas le dernier match de la phase de poule, mais ce serait bien d'aller chercher un résultat en Espagne. Voilà, je vous ai pas tout dit, mais presque. Nous allons prendre quelques vacances avec la rédaction de TV Sud. Ce sera la semaine prochaine. On se retrouve pour le lundi 20 février, mais restez avec nous sur TV Sud, territoire à 20h45. Et puis il y aura également, bien sûr, les aléas du direct toute la semaine prochaine. Très bonne soirée, très bon week-end à tous.